On se souvient tous, je pense, de ce moment un peu particulier, fin de soirée le 2 mai 2011. Le président Obama qui annonce au monde entier la mort d'Oussama Ben Laden. C'était quand même un événement majeur, hein, l'aboutissement de 10 ans de traque. Ah oui, absolument. Une page qui se tournait d'une certaine façon. Et aujourd'hui, justement, on va essayer d'explorer un peu en profondeur tout ça. Comment cet homme, l'ennemi public numéro un des États-Unis, a pu être localisé après tout ce temps. Comment s'est passé ce raid, Trident de Neptune. Et puis les conséquences, bien sûr, géopolitiques, mais aussi très concrètes pour Abbottabad, la ville où il se cachait. Oui, et pour faire ça, on s'est plongé dans pas mal de sources différentes. Des reportages vidéo, France 24, France TV Washington, des articles de presse de Radio-Canada, de l'IRIS aussi, Le Monde via Wikipédia et puis Wikipédia elle-même. L'objectif, c'est d'essayer d'y voir plus clair, de démêler les faits, les témoignages qui se contredisent parfois et les controverses. Et il y en a eu. C'est sûr. Alors, commençons par le début, si vous voulez bien. La traque. Comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'à Abbottabad? Alors tout semble démarrer avec un détenu de Guantanamo, un certain Mohamed Al-Qartani qui avait été capturé assez tôt, fin 2001, et c'est lui qui, après des interrogatoires visiblement assez poussés, aurait fini par lâcher un nom clé. Abu Ahmed El-Kuwaiti, présenté comme un messager essentiel de Ben Laden. D'accord. Un nom obtenu dans des conditions, on y reviendra, assez controversées. Mais est-ce que ce nom a été confirmé par d'autres sources? Oui, et c'est là que ça devient assez révélateur. D'autres détenus importants, des noms connus comme Khalid Sheikh Mohammed, KSM, le cerveau présumé du 11 septembre, ou Hassan Ghoul, ont confirmé qu'Al-Kuwaiti existait bien. Mais, et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille de la CIA, ils ont tous, y compris un autre, Abu Faraj al-Libi, ils ont tous essayé de minimiser son rôle. Ah oui. Oui, de le faire passer pour un personnage secondaire. Et paradoxalement, c'est cette insistance à le dévaloriser qui a renforcé la conviction de la CIA que, en fait, il était super important. Un homme de confiance, quoi. Une sorte de signal faible inversé, en quelque sorte. Bon, mais avoir un nom, c'est une chose, savoir où il habite, c'en est une autre. Comment ils ont fait le lien? Ben, ça a pris du temps, beaucoup de patience. C'est seulement en 2010 que ça bouge vraiment. Ils interceptent une conversation téléphonique qui implique Al-Kuwaiti. À partir de là, filature, surveillance discrète et en août 2010, bingo. La piste mène à ce fameux complexe résidentiel fortifié à Abbottabad. Et c'est là qu'on touche à cette fameuse controverse sur les méthodes d'interrogatoire, le waterboarding, tout ça. Leon Panetta, qui était le patron de la CIA à l'époque, a admis publiquement que certaines infos utiles, dont le nom d'Al-Kuwaiti, venaient d'interrogatoires où ces techniques avaient été utilisées, notamment sur KSM. C'est exact. Cette déclaration avait fait pas mal de bruit, mais il faut quand même nuancer un peu. Une enquête sérieuse du New York Times, sortie plus tard, a suggéré que, oui, l'info avait été obtenue, mais que le rôle spécifique de ces techniques renforcées dans l'obtention du nom du messager, il était peut-être moins crucial que ce que Panetta avait laissé entendre. C'est souvent un puzzle, le renseignement, hein, avec des pièces qui viennent de partout. Oui, c'est jamais une seule source miracle. Et ce débat sur l'efficacité versus le coût moral et légal de la torture, il est loin d'être clou, hein. Absolument. Revenons à ce complexe d'Abbottabad. Il était comment? Parce qu'apparemment, il sortait vraiment du lot, hein. Ah oui, carrément. Construit en 2005, estimé à 1 million de dollars, ce qui est énorme là-bas, 8 fois plus grand que les maisons autour, un terrain de 3 000 mètres carrés, entouré de murs super hauts, genre 4 à 6 mètres, parfois avec des barbelés. Et puis des trucs bizarres, hein. Pas de téléphone, pas d'internet, les poubelles brûlées sur place, une vraie petite forteresse. Hmm. La CIA avait même repéré un type qui faisait les 100 pas dans la cour. Il l'avait surnommé le Pacer. Et surtout, l'endroit. Abbottabad, c'est pas un village perdu dans les montagnes. C'est une ville de garnison plutôt chic et le complexe était à quoi 1,5 km de l'académie militaire principale du Pakistan. C'est fou quand même. Bah oui, c'est ça qui a immédiatement fatigué tout le monde et qui a alimenté les soupçons. Comment il a pu vivre là, tranquille, pendant 5 ans? Est-ce qu'il y a eu complicité ou négligence de certains services pakistanais? C'est la grande question. Et pour en avoir le carnet, la CIA a même tenté un coup audacieux avec cette histoire de fausse campagne de vaccination. Exactement. Ils ont utilisé un médecin local, Shakil Afridi, pour essayer de récupérer de l'ADN des enfants vivant dans le complexe et donc confirmer la présence de Ben Laden. On ne sait pas si ça a vraiment marché pour l'ADN, mais ça montre à quel point ils voulaient être sûrs. Une fois qu'ils étaient raisonnablement sûrs, il a fallu décider de l'opération. Trident de Neptune. Comment ça s'est décidé?
Alors, à partir de mars 2011, Obama a enchaîné les réunions ultra secrètes avec son Conseil de sécurité nationale. C'était tendu. Plusieurs options sur la table, par exemple une frappe aérienne avec des bombardiers B-2. Certains, comme le secrétaire à la Défense Gates, penchaient pour ça apparemment. Mais le gros problème, c'était comment on prouve qu'on l'a bien eu s'il n'y a plus de corps identifiables. Et travailler avec les Pakistanais, c'était pas une option. Non, écarté assez vite. Trop peur des fuites. La méfiance envers l'ISI, les services secrets pakistanais, était trop forte. Ils craignaient que l'info remonte à Ben Laden. Donc, finalement, le 29 avril 2011, Obama donne le feu vert pour un raid commando, une opération 100% américaine, unilatérale, le secret était total, même les visites à la Maison-Blanche ont été annulées ce jour-là pour éviter la moindre fuite. D'accord. Décision prise dans le plus grand secret. Et sur le terrain, comment ça se passe cette nuit du 1er au 2 mai 2011? Qui est-ce qui mène l'assaut? Alors, le noyau dur, c'est 23 Navy SEALs, des gars de la crème, la fameuse Team 6, ou DVGRU comme on dit officiellement. Et point important, pour cette mission, ils étaient sous l'autorité de la CIA. Il y a des rumeurs sur la présence d'autres forces spéciales, Delta Force peut-être, ou des agents de la CIA, mais ça reste flou. Et ils sont partis d'où? D'Afghanistan? C'est ça, d'une base à Ghazni, juste à côté. Pour le transport, 2 hélicoptères Black Hawk, mais pas n'importe lesquels. Des versions furtives, modifiées pour être quasi indétectables. Peinture spéciale, refroidissement des gaz, rotor silencieux. Et en soutien, de gros Chinook, un peu plus loin, au cas où. Mais l'arrivée sur place, ça a été un peu compliqué, non? Ah oui, ça on peut le dire. Un des Black Hawk furtifs, en essayant de se mettre en stationnaire au-dessus de la cour pour déposer une partie de l'équipe, il s'est fait piéger par ce qu'on appelle un état de vortex. En gros, l'air chaud qui monte, bloqué par les murs, était plus dense que prévu. L'hélico a perdu sa portance d'un coup, il a touché un mur avec son rotor de queue et il s'est écrasé dans la cour. Oh là là. Gros coup de stress d'entrée de jeu. Tu m'étonnes. Miraculeusement, personne de gravement blessé, mais un hélico HS et tout le plan à revoir en urgence. Le deuxième Black Hawk, lui, a déposé son équipe à l'extérieur comme c'était prévu pour eux, et les gars du crash ont rejoint l'assaut depuis l'intérieur. Pendant ce temps, imagine la tension à Washington et à la CIA, ils suivaient ça en direct, enfin, avec les liaisons vidéo et audio qu'ils avaient, avec l'amiral McRaven qui supervisait depuis l'Afghanistan. L'assaut lui-même, dans le bâtiment, ça a duré combien de temps? Une quarantaine de minutes, c'est ça ? Oui, environ 40 minutes. Les SEALs ont dû faire sauter des portes blindées, des grilles. Dehors, une autre équipe sécurisait le périmètre, calmait les voisins réveillés par le bruit, avec un interprète pachtoun. À l'intérieur, il y a eu des échanges de tirs. On sait que Khalid, un des fils de Ben Laden, la vingtaine, a été tué dans un escalier. Et le moment clé, la confrontation avec Oussama Ben Laden lui-même. Là, les récits sont pas tout à fait les mêmes, si j'ai bien compris. Il y a notamment ce SEAL, Robert O'Neill, qui dit que c'est lui qui a tiré. Oui, le récit d'O'Neill est très précis, mais il faut dire qu'il n'a jamais été confirmé officiellement par le Pentagone. Lui raconte qu'il a trouvé Ben Laden au 3e étage. Sa plus jeune femme, Amal, était devant lui. O'Neill dit que Ben Laden a mis ses mains sur les épaules de sa femme, l'a poussée vers les SEALs. O'Neill a cru à un gilet explosif. Il l'a reconnu grand, barbe grise, et il a tiré. 2 fois la tête et une 3e fois pour être sûr. Mais cette version, elle a été un peu corrigée après, non? La Maison-Blanche a dit qu'il n'était pas armé, par exemple. Exactement. Les premières infos étaient un peu confuses. L'histoire de la femme utilisée comme bouclier humain a aussi été démentie ensuite par l'administration Obama. C'est intéressant de voir comment ces versions évoluent. Ça montre bien le brouillard de la guerre, même dans une opération aussi planifiée. La vérité exacte, dans le feu de l'action, difficile à dire. Et ce fameux code radio, Geronimo Ikea. Geronimo, enemy killed in action. Oui, c'est le message qui a confirmé sa mort. Mais apparemment, Geronimo, c'était le nom de code pour l'étape trouver Ben Laden. Pas son nom de code à lui, qui aurait été Crankshaft. D'ailleurs, utiliser le nom Geronimo, le chef Apache, ça crée une polémique après coup auprès des organisations amérindiennes. Logique. Au final, le bilan humain de ce raid. 5 morts du côté des occupants, Oussama Ben Laden, son fils Khalid, les 2 messagers dont Al-Kuwaiti et une femme, l'épouse d'un des messagers. Une autre femme, Amal, l'épouse de Ben Laden, a été blessée à la jambe en chargeant les SEALs, apparemment. Et 2 autres femmes blessées. Côté américain, 0 morts, 0 blessés graves malgré le crash. Et ils sont repartis avec beaucoup de renseignements, j'imagine. Ils ont embarqué une masse de matériel, 5 ordinateurs, une dizaine de disques durs, plus de 100 clés USB, DVD, une vraie mine d'or pour comprendre Al-Qaïda à ce moment-là. On a vu plus tard des vidéos de lui sans le son,
Et puis bon, des détails plus anecdotiques, voire controversés. On a parlé de sodas américains trouvés sur place, et même de vidéos porno, mais sans savoir à qui elles appartenaient vraiment. D'accord. L'évacuation s'est faite avec l'hélico restant et un Chinook appelé en renfort. Et celui qui était crashé? Ils l'ont détruit méthodiquement avant de partir, pour éviter que la technologie furtive ne tombe dans de mauvaises mains, évidemment. Et pendant ce temps-là, à Abbottabad, il y a des gens qui ont vécu ça en direct sans rien comprendre. Ce journaliste qui croyait un simple accident d'hélico. Oui, et surtout cette histoire incroyable de Soe Bâtard, ce consultant informatique. Tard dans la nuit, il commence à tweeter sur le bruit d'un hélico qui vole bas, puis des explosions. Il était en train de live-tweeter le raid sans le savoir. Sous son pseudo @reallyvirtual, il est devenu une source mondiale par accident. Il a dit après qu'il était un peu fatigué de toute cette attention soudaine. On imagine. Bon, une fois le corps récupéré, il fallait l'identifier formellement, être sûr à 100%. Comment ils ont fait? Alors plusieurs étapes. D'abord une identification visuelle sur place. Apparemment, une des épouses présentes aurait confirmé. Ensuite, reconnaissance faciale en comparant avec les photos connues. Les mesures correspondaient aussi, sa grande taille notamment 1,93 m. Et la preuve scientifique? L'ADN? Oui, ça c'était crucial. Ils ont prélevé des échantillons et les ont comparés avec l'ADN de membres de sa famille. Il y a une rumeur au début sur des échantillons venant d'une sœur décédée aux États-Unis, mais l'hôpital avait démenti. Quoi qu'il en soit, la source de l'ADN de comparaison était fiable et les résultats sont tombés quelques jours après. Quasi certitude. On a parlé d'une chance sur des milliards de milliards que ce ne soit pas lui. Donc là, plus de doute possible. Et ensuite, cette décision qui a beaucoup fait jaser, l'immersion du corps en mer d'Arabie. Pourquoi ils ont fait ça? Oui, ça a été très rapide. Le 2 mai même, moins de 12 heures après sa mort, depuis le porte-avions USS Carl Vinson, d'après la Navy, le corps a été lavé, mis dans un linceul blanc, un sac lesté et hop, à la mer. Il y aurait eu une petite cérémonie religieuse selon les rites musulmans avant. Les raisons officielles? Plusieurs. D'abord, ils ont dit vouloir respecter la tradition islamique d'une inhumation rapide, même si la méthode, bon. Ensuite, et c'est sans doute la vraie raison, éviter qu'une tombe devienne un lieu de pèlerinage. Et enfin, ils ont affirmé qu'aucun pays n'avait voulu accueillir la dépouille. Mais cette histoire d'immersion, ça a été très critiqué par les autorités musulmanes, non? Ah oui, clairement. La grande mosquée de Paris, Al-Azhar en Égypte, ils ont rappelé que l'immersion, c'est normalement réservé à ceux qui meurent en mer. La règle, c'est la terre. Donc, pour beaucoup, c'était un manque de respect des rites. Autre point sensible, les photos du corps. On ne les a jamais vues. Non. C'est Obama qui a décidé ça le 4 mai. Il a dit qu'elles étaient atroces et surtout qu'elles risquaient d'être récupérées pour la propagande, pour inciter à la violence et mettre en danger les Américains à l'étranger. Il a estimé que la preuve ADN suffisait et que montrer ces photos serait incendiaire. D'ailleurs, très vite, le FBI a dû alerter sur des fausses photos horribles qui circulaient, souvent avec des virus. Parlons maintenant du rôle du Pakistan. Un rôle un peu trouble. Ils n'ont été prévenus qu'après coup. Oui, choix délibéré de Washington. La méfiance, comme on disait. Trop peur des fuites. Ils avaient même prévu un plan au cas où l'aviation pakistanaise essayerait d'intercepter les hélicos américains. La réaction officielle du Pakistan a été très ambiguë. Le Premier ministre Gilani a parlé de grande victoire contre le terrorisme, mais en même temps il a protesté contre la violation de la souveraineté. L'armée a reconnu des lacunes, tout en rappelant qu'ils avaient quand même coopéré par le passé. Mais la question qui fâche, elle reste entière. Comment Ben Laden a pu vivre 5 ans à Abbottabad, si près de l'académie militaire, sans que personne dans l'appareil d'État pakistanais ne soit au courant? Ou pire, ne le couvre? C'est la grande interrogation. Ça a vraiment plombé les relations entre les États-Unis et le Pakistan pendant longtemps. John Brennan, le conseiller antiterroriste d'Obama, a dit que c'était inconcevable. Un rapport parlementaire pakistanais, d'ailleurs, a été très dur en parlant de négligence culpable et d'incompétence à tous les niveaux. Difficile de croire que personne n'était au courant. Et il y aurait même eu des représailles de l'ISI, les services secrets pakistanais. On le soupçonne fortement. Peu après le raid, le nom du chef de poste de la CIA à Islamabad, Mark Carlton, a fuité dans la presse. Il a dû quitter le pays en urgence. C'était pas la première fois. Et puis plus tard, les Pakistanais ont arrêté et condamné des informateurs locaux qui avaient aidé la CIA, y compris le docteur Shakil Afridi. C'était très tendu. Et pour la ville d'Abbottabad elle-même, quel a été l'impact? Comment elle a vécu cette soudaine notoriété? Et l'impact immédiat, ça a été la stigmatisation. Abbottabad, c'était devenu la ville de Ben Laden, alors que c'était plutôt une ville tranquille, réputée pour son climat, ses écoles.
Les reportages de l'époque montraient des habitants en colère, tristes de voir leur ville salie, et qui voulaient juste tourner la page. Même Souhaib Attar, le Twitter, disait ça. Certains officiels refusaient même de prononcer son nom. Mais est-ce qu'il y avait aussi localement des gens qui le soutenaient? Il faut le dire, oui. On a vu apparaître des graffitis martyrs de l'islam, des partis islamistes radicaux ont organisé des manifs contre les États-Unis en le présentant comme un héros. Il jouait sans doute sur les frustrations locales, la pauvreté, le sentiment anti-américain. Pour une partie de la population, il restait un symbole. Et sur le plan économique, cette mauvaise pub a eu des conséquences durables? Au début, on craignait le pire, mais la ville a l'air d'avoir été assez résiliente. Un promoteur immobilier disait même, quelque temps après, que les prix continuent de monter, que la ville a gardé son attrait, le climat, les écoles, la présence militaire qui rassure aussi. Finalement, peut-être pas tant d'impact économique que ça. Et le complexe lui-même, qu'est-ce qu'il est devenu après? Rasé. Complètement détruit par les autorités pakistanaises en février 2012, moins d'un an après. Une volonté claire d'effacer le symbole. On a parlé d'y faire un parc d'attractions, mais ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, c'est un terrain vague où les jeunes jouent au foot, apparemment. La page est tournée, du moins physiquement. Si on regarde maintenant les réactions plus larges à l'international, aux États-Unis, ça a été la liesse, non? Ah oui, des scènes de joie spontanée à Ground Zero, Times Square, devant la Maison Blanche. C'était vécu comme une revanche, presque 10 ans après le 11 septembre. Là, la popularité d'Obama a grimpé en flèche. Et ça a aussi relancé le débat sur la torture avec les partisans de Bush qui disaient « Vous voyez bien que ça a servi ». Et dans le reste du monde? J'imagine que c'était plus partagé. Beaucoup plus. Bien sûr, les alliés occidentaux, Royaume-Uni, France, Allemagne, Canada, ont officiellement salué l'opération, parlé de victoire, de justice, mais il y avait beaucoup de nuances et de critiques. Le Hamas, Hugo Chavez au Venezuela ont parlé d'assassinat. L'Iran a dit « Bon, maintenant que Ben Laden est mort, les Américains peuvent partir de la région ». Et même en Europe, derrière les félicitations officielles, il y avait une certaine gêne face aux célébrations américaines. Des voix se sont élevées en France, en Allemagne, pour dire « Est-ce qu'on doit vraiment se réjouir de la mort d'un homme, même lui ?» Des personnalités respectées comme l'ancien chancelier allemand Helmut Schmidt ont carrément mis en doute la légalité de l'opération. Ce qui nous amène directement au cœur du débat. Est-ce que c'était un acte de justice ou une exécution? Le débat juridique, éthique. C'est la question centrale, très bien posée par l'IRIS notamment. Les États-Unis, eux, ils s'appuient sur l'autorisation d'utiliser la force militaire votée après le 11 septembre, sur la légitime défense et sur le droit de la guerre. C'était en commandant ennemi en temps de conflit. Mais ces arguments, ils ne tiennent pas forcément la route pour tout le monde, surtout du point de vue du droit international. Non, en effet. Les critiques disent, premier, violation de la souveraineté pakistanaise. C'est évident. Deuxièmement, on n'était pas en zone de guerre reconnue comme l'Afghanistan. Donc, est-ce que le droit de la guerre s'applique vraiment? Si la mission, c'était de le tuer dès le départ, ça viole le droit à la vie. Si c'était de le capturer, comme l'a dit l'administration Obama, alors pourquoi utiliser la force létale contre un homme non armé? Ça ressemble à une exécution sommaire et ça, c'est interdit. L'analyse de l'IRIS soulève aussi le problème éthique de l'origine des infos, si elles viennent de la torture. Absolument. L'interdiction de la torture, c'est une règle absolue en droit international, le jus cogens. Aucune exception possible, même pour le terrorisme. Utiliser des infos obtenues comme ça, c'est franchir une ligne rouge. Ça pose la question, est-ce que la fin, neutraliser Ben Laden, justifie des moyens qui bafouent nos propres principes? Est-ce que ce n'est pas plus de la vengeance que de la justice? L'idéal, ça reste de juger les gens devant un tribunal, comme on l'a fait à Nuremberg ou à La Haye. Et pour compliquer encore les choses, même le récit exact du raid, il n'est pas gravé dans le marbre. On a parlé du livre Noisy Day d'un des SEALs. Oui, Matt Bissonnette, alias Mark Owen. Son récit est un peu différent de celui d'O'Neill. Il suggère que Ben Laden a été touché une première fois en passant la tête par une porte, puis achevé, version contestée par le Pentagone. Et puis, il faut mentionner, même si c'est très controversé et peu étayé, la théorie du journaliste Seymour Hersh, qui disait que Ben Laden était en fait prisonnier des Pakistanais et que le raid était une mise en scène arrangée. Bref, difficile d'avoir la vérité unique et définitive. Donc, si on essaie de résumer, on a une traque hyper longue, complexe, avec des infos parfois obtenues dans des conditions limites. Un raid militairement audacieux, mais juridiquement et éthiquement très discutable. Des réactions mondiales très divisées et un héritage compliqué, pour Abbottabad comme pour la lutte contre le terrorisme en général. Oui, c'est une histoire qui concentre beaucoup de tensions de notre époque.
La sécurité contre les libertés, la souveraineté contre l'interventionnisme, l'efficacité contre l'éthique. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière réflexion. Au-delà de l'élimination de cette figure, qu'est-ce que cette opération nous dit sur les dilemmes constants des démocraties face au terrorisme? Comment on fait pour trouver le bon équilibre entre protéger les gens et respecter le droit international, la souveraineté des autres, nos propres principes moraux, même face à quelqu'un qui rejette tout ça? Est-ce que la fin justifie vraiment tous les moyens? Surtout quand ces moyens ressemblent un peu trop à ceux qu'on combat. C'est une question qui, je crois, reste largement ouverte.